Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ici et essentiellement en ligne ce matin. Bienvenue pour ce huitième événement du festival Building Beyond organisé par Léonard, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci pour la Cité et le Lab Recherche Environnement Vinci Paris Tech. Nos villes et nos territoires font face à des enjeux de réinvention et de renouvellement importants, confrontés à des enjeux environnementaux. On pense à l'impératif du changement climatique, sociaux et politiques. On pense à l'attente de plus en plus importante de participation citoyenne, notamment, et puis bien sûr technologique, avec l'émergence, la généralisation, la pénétration de plus en plus importante des technologies du numérique dans les métiers de ces villes et de ces territoires. Alors, l'objet de ce festival, c'est d'interroger le futur de ces métiers, de ces compétences qui seront ceux qui vont transformer, qui vont rendre ces transformations possibles. On regarde ça au travers d'une trentaine de rencontres sur les 2 semaines que nous débutons depuis lundi. Alors vous êtes en ligne, vous êtes ici présent sur site. Je vais animer cette table ronde. Je me ferai aussi le porte-voix de vos questions, notamment en ligne. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat qui se situe sur la partie droite de votre écran. Alors, l'une des façons de penser, de définir la ville, c'est de la penser comme un concentrateur de flux de personnes, flux de savoir, d'innovation, flux d'énergie, et aussi flux de matière et de biens. Et c'est cette question que nous avons voulu aborder aujourd'hui avec nos trois intervenants pour nous interroger sur les évolutions, notamment de la logistique urbaine sur les derniers kilomètres. Alors, je suis ravi d'accueillir Jonathan Seban, directeur général de Sogaris. Bonjour. Éric Ballot, vous êtes directeur de la chaire d'Internet physique à l'École des mines de Paris. Et Tariel Chameroy, vous êtes directeur de développement durable de DB Schenker. Alors, on est très vigilant à assurer la diversité de nos tables rondes. Je voulais excuser Anne-Marie Drac, la présidente de France Logistique, qui a eu un empêchement et qui ne pourra pas être sur cette table ronde, mais qui aurait complété de la meilleure des façons ce panel en sa qualité de présidence de France Logistique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, peut-être avec vous, Jonathan Seban. On a vu, en tout cas, on perçoit un développement important des flux de logistique en ville, un développement important de l'investissement immobilier. Alors, c'est une perception. Je pense que vous êtes bien placé, Sogaris. Je crois que vous avez 5000 mètres carrés, 500 000 mètres carrés, pardon, 500 000 mètres carrés d'entrepôts logistiques en région parisienne notamment. Alors, peut-être vous pouvez nous confirmer effectivement ces tendances. Et puis, peut-être deuxième partie de la question, on sort d'une période sanitaire très particulière qui a mis sous tension notamment ces chaînes logistiques. Quel type d'impact, on va dire, ces derniers mois ont eu sur votre activité, et est-ce que cette situation on va dire, confirmé ces tendances, les ont accélérées? Comment vous anticipez un peu les prochaines années? Bien, merci beaucoup pour votre invitation ce matin. Effectivement, pour ce qui relève de la dynamique observée aujourd'hui dans la logistique et singulièrement dans l'immobilier logistique, je laisserai Damien parler davantage des problématiques d'exploitation. Il y a effectivement une dynamique qui ne se dément pas, quelques chiffres qui permettent d'objectiver ce point de vue. Si on regarde le volume d'investissement dans l'immobilier logistique entre 2007 et 2017, il atteint en France à peu près 1,5 milliard en moyenne. Si on regarde ce qui a été fait en 2019, c'est de l'ordre de 5 milliards. Donc, on est évidemment sur des montants qui sont très importants, qui sans doute d'ailleurs ne devraient pas se démentir en 2020, nonobstant la crise évidemment que nous connaissons, à la fois économique et sanitaire.
Et oui, c'est manifeste. La logistique connaît au fond une dynamique ascensionnelle. Alors, on en connaît les sous-jacents. En tout cas, aujourd'hui, on les appréhende relativement bien. Il y a cette dynamique du e-commerce, évidemment, qui est venue transformer les modes de consommation, mais qui, derrière, vient aussi transformer les modes de distribution. C'est quelque chose sur lequel nous aimons pouvoir insister. Il n'y a pas que derrière le e-commerce la logique de la distribution en 1 heure ou en 2 jours. C'est globalement l'ensemble des chaînes de distribution, y compris dans le B2B, qui aujourd'hui se transforment et qui donc appellent d'autres modalités d'organisation de la chaîne logistique et singulièrement en matière d'implantation. Et donc en matière d'immobilier, je pense que vous l'avez sans doute vu dans l'actualité, que se développent aujourd'hui des très très grands entrepôts. Alors, tout est logistique urbaine, 2 mots là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les investisseurs immobiliers, ce qui définit la logistique urbaine, c'est avant tout l'exploitation. Donc, c'est la nature de l'activité qui va se loger dans un entrepôt. Donc, on peut être très très loin d'une ville, mais être logistique urbaine au sens où on va accueillir un acteur qui va lui-même travailler à la distribution de marchandises en ville. Et donc, c'est sans surprise que vous voyez naître de très très grands entrepôts qualifiés d'urban logistics, mais qui, du coup, viennent héberger des exploitants comme des grandes plateformes électroniques que l'on connaît. C'est ce qu'on appelle le desserrement des chaînes logistiques, c'est ça? Alors, à peu près? c'est autre chose. C'est-à-dire que le desserrement logistique, c'est le fait que, depuis 20 ans, on voit que le barycentre, si vous voulez, des entrepôts dans les grandes villes, enfin, notamment en Île-de-France, parce que c'est pas pareil partout, en fait, c'est desserré. Les entrepôts ont reculé sous la pression urbaine, sous le renchérissement du prix du foncier, sous la demande aussi de la construction d'immobilier plus important. C'est la grande tendance que l'on observe aujourd'hui. Et on comprend bien que cette tendance-là vient évidemment croiser une tendance inverse, qui est celle de l'immédiateté de la distribution, l'accessibilité aux produits. Il y a une autre tendance très importante que je n'ai pas citée et que j'aurais dû faire plus tôt, c'est aussi les exigences en matière de politique publique, singulièrement en matière de politique publique environnementale, qui viennent contraindre le fonctionnement de la chaîne logistique et qui viennent aujourd'hui contraindre notamment la circulation des véhicules les plus polluants et à plus forte raison les véhicules poids lourds. Donc, on sent bien que le cocktail est quand même explosif, c'est-à-dire qu'entre les entrepôts qui reculent, les flux qui augmentent et la contrainte qui s'appose sur justement ces mêmes flux, il y a aujourd'hui une difficulté. Cette difficulté, elle conduit à quoi? Elle conduit à un dysfonctionnement, à une désoptimisation, à des nuisances qui sont plus importantes en matière de mobilité des biens et donc, sans doute, à une certaine forme de prise de conscience, à la fois des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, qui sont obligés de revoir leur fonctionnement pour pouvoir répondre à la demande client. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, pour juste dresser le panorama, pour tout de suite aborder la deuxième question qui est en gros, contextuellement, c'est quoi aujourd'hui l'activité logistique? Alors, encore une fois, du point de vue de l'immobilier, Juste pour préciser pour ceux qui nous regardent, votre métier, c'est de gérer des entrepôts logistiques. Absolument, oui, j'aurais pu le mentionner. Donc, Socari, c'est une foncière. Donc, nous, notre acteur, c'est de développer de l'immobilier logistique et ensuite de pouvoir le gérer avec quand même une spécificité nous concernant, c'est qu'on travaille sur la logistique urbaine. Donc, c'est véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une nature d'activité qui est plutôt tournée vers le flux, mais en plus avec une contrainte géographique, une priorité donnée au Grand Paris. Donc, pour nous, on vient travailler sur la zone dense. Donc, on vient, on va dire, additionner les contraintes, mais on arrive quand même à faire de jolies choses. Ce que l'on constate, c'est que sur ce début d'année, sur ce premier semestre, la dynamique en matière d'immobilier logistique ne se dément pas. Et je dirais même, elle s'accroît. Parce que le confinement a créé, comme sur bon nombre de sujets, une forme ça a été une forme de catalyseur, de révélateur de la dynamique du e-commerce. On estime, il y a eu quelques études qui ont été faites, alors plutôt à Londres qu'ici, mais que l'e-commerce qui croît à peu près de 15% par an, sur le confinement, il a connu presque 2 à 3 années de croissance. Et avec un phénomène de cliquet, c'est-à-dire une absence de retour en arrière, et ça se vérifie d'ailleurs quand on constate le fonctionnement de certaines enseignes. Donc, si vous voulez, ce qui était la demande de surface avant le confinement pour pouvoir faciliter la mobilité des biens, elle est encore plus importante après le confinement. Et donc, on est dans ce contexte-là. Ce contexte, il faut le croiser avec évidemment ce qu'est la nature aujourd'hui de l'activité des acteurs logistiques. Et là, je dirais, il y a 2 grandes tendances. Vous avez des acteurs logistiques qui souffrent,
comme souffre l'ensemble de l'économie du pays, parce que, évidemment, hein, le secteur de la restauration, le secteur du commerce lui-même subit de plein fouet cette crise. Mais vous avez à l'inverse un secteur de la distribution express, donc vraiment tout ce qui relève de la distribution du colis, qui lui est presque en suractivité par rapport à ce qu'il était avant cette crise. Donc, des effets très contrastés et à la fin des fins, une demande en surface logistique qui reste forte. Juste un point, quand on parle de développement de la logistique, on a souvent des images de e-commerce, de grandes plateformes. Est-ce qu'il y a des facteurs de dynamisme aussi dans des commerces de grande distribution plus locaux aussi et que vous voyez percevoir dans cette demande accrue de logistique? Oui, sans aucun doute, vous avez aujourd'hui une transformation, en tout cas c'est comme ça que nous le posons, une transformation des modalités de distribution. Donc évidemment, on pense tout de suite, et vous avez raison de le dire, au commerce électronique et donc à ces grandes plateformes de distribution ultra automatisées, très grandes, qui permettent la distribution des biens. Alors en général, pas toujours jusqu'au distributeur, jusqu'au client final. Ils passent par des SaaS, d'accord, où on va venir déconsolider les flux pour ensuite pouvoir les emmener via des véhicules plus petits, qu'on espère propres. En tout cas, c'est ce sur quoi tout le monde essaie de travailler aujourd'hui. Mais en réalité, la tendance, elle est plus large que ça. La grande distribution aujourd'hui travaille énormément sur ce qu'on appelle l'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est le fait de lier la chaîne logistique pour le commerce physique et la chaîne logistique pour le commerce électronique, avec derrière le retrait en magasin, ces choses-là. Et ça, c'est des éléments, si vous voulez, de compétitivité absolument essentiels. Certains même vous disent que ceux qui n'ont pas pris le virage de l'omnicanalité aujourd'hui, bon, ils sont presque déjà, si vous voulez, en quasi-mort clinique, eu égard la dynamique aujourd'hui du commerce électronique. Donc la dynamique est extrêmement forte. Et enfin, troisième chose, ça c'est ce qu'on voit se développer notamment depuis quelques années, mais avec sans doute un effet d'accélération lors du confinement, c'est que la livraison à domicile, que je distinguerais pour le coup du commerce électronique, c'en est qu'une modalité, la livraison à domicile semble quand même aujourd'hui se développer comme une forme de marché nouveau, alors avec énormément d'acteurs, donc les choses ne sont pas stabilisées, mais il est vrai qu'on l'a vu dans les grandes villes, des commerces locaux, d'accord, du commerce de proximité, ont fait appel à la livraison pour pouvoir faciliter l'acheminement de leurs marchandises. Et on voit que cette tendance, là encore, ne semble pas revenir en arrière à l'issue du confinement. Donc, c'est sans doute aussi d'autres modalités de distribution des marchandises. On est toujours dans la transformation de ces usages, mais avec peut-être d'autres acteurs et sans doute aussi une autre appréhension de la chaîne logistique et immobilière. Je me tourne vers vous maintenant, Tariel Chamroy. Donc, vous, votre métier chez DB Schenker, c'est plutôt tout ce qui bouge, j'ai envie de dire. Ça va être les flux en tant que tels, sur la route, sur le rail, par voie aérienne également. Déjà, je vous laisse réagir avec plaisir au portrait, au panorama qui vient d'être dressé par Jonathan. Mais vous intervenez essentiellement dans cette partie transport. On sait, la mobilité, elle est confrontés à des enjeux importants, notamment environnementaux, et notamment dans des contextes urbains particulièrement sensibles. Comment ces tendances elles vont s'exprimer chez un acteur comme le vôtre qui fait de la mobilité, non pas des personnes, mais des biens? Oui, merci. Oui. Avant de commencer, je vais présenter DB Schenker. C'est pas toujours évident de savoir ce que fait ce groupe allemand, donc Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands. Donc, on est évidemment opérateur de passagers puisqu'on opère le réseau ferré en Allemagne, un peu à l'équivalent de ce qui est fait avec la SNCF. Et après, il y a une division qui s'appelle Schenker, donc qui s'appelle DB Schenker en termes de marque, et qui, elle, opère du transport, donc transporteur et commissionnaire de transport. Donc, c'est deux métiers qui sont un peu différents, qu'il faut dissocier. Transporteur, c'est quand on est propriétaire d'un véhicule, donc on a des flottes de véhicules, on doit avoir à peu près 50 000 véhicules sur le territoire européen. Et puis, on fait surtout de la commission de transport. Donc, 95% de nos flux sont gérés en commission. Commission, c'est-à-dire c'est du trading, on achète, on vend sur le marché des marchandises qui doivent être déplacées pour le compte de nos chargeurs. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas toujours en tête, mais le monde du transport est très, très segmenté. Et on a tendance à dire, je vais m'arrêter 30 secondes, et on a tendance à dire que une facture sur 3 dans le monde du transport est facturée d'un transporteur à un autre transporteur. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une cascade
assez importante. Et ça, je pense que c'est une notion qu'il faut avoir en tête et qui fait que la chaîne du transport est assez complexe. Transport de fret. Donc, on opère de la commission de transport en aérien, en maritime et en routier, ainsi qu'en ferroviaire. D'ailleurs, c'est les 4 grands modèles avec le fluvial qu'on peut classer, qui est un peu une partie, on va dire, liée au maritime néanmoins. Si on, en fait, in fine, tous ces déplacements de fret, c'est comme ça a été dit, au final, c'est bien pour être consommé et donc pour arriver dans la livraison urbaine. Donc en fait, la livraison urbaine commence déjà quand le flux commence à sortir de Chine. On a une grande partie des importations qui viennent de Chine, et donc que ça soit du fret maritime ou rail ou aérien, finalement, il faut gérer l'ensemble de cette chaîne logistique pour arriver, in fine, à livrer soit un client business, soit un particulier dans un centre-ville. Et donc, effectivement, on a de gros bouleversements au niveau de cette chaîne logistique. Et un d'entre eux, c'est évidemment la question environnementale. Il y a le social et l'environnemental. La partie environnementale, c'est parce que, en gros, la mobilité de personnes et de fret représente une grosse part des émissions de CO2. Donc, on parle réchauffement climatique, et donc on évoque un chiffre, environ un tiers des émissions de CO2 sont liées au transport au sens large, et donc la partie fret en représente une quote-part. Et donc, on est effectivement en train d'être en pression sur ce changement des modes de consommation, et en même temps, on va dire, cet objectif de réduction des émissions de CO2, COP21 oblige, et donc le transport a sa quote-part à faire. Et donc on est dans une réelle transformation des modes de transport, puisqu'une entreprise comme la nôtre, et je pense qu'on est un peu à l'image de ce qui est en train de se passer, on s'est fixé des objectifs de réduction d'émissions de CO2, donc on a fixé la base 100 en 2006. On a un objectif de réduction de moins de 30% à l'horizon à la fin de cette année, 2020. Donc on court depuis 14 ans sur un objectif de moins 30%, qu'on va probablement réussir, plus sur le maritime que sur l'aérien du reste. Le routier se comporte plutôt bien, principalement grâce à des systèmes, on va dire, d'efficience, massification, changement de type de véhicule, mais pas de changement énergétique. Et donc, un des gros challenges qui est devant nous, c'est la transition énergétique, c'est-à-dire adopter le mix énergétique nouveau qui nous permettra d'opérer en ayant cet objectif, donc in fine, 2050, d'arriver à la neutralité carbone. Et donc tout ça impacte effectivement les investissements et de dire mais sur quelles énergies, sur quel type de véhicule, sur quel mode de transport devons-nous aller dans les années futures pour être capable finalement de résoudre cette question du réchauffement climatique ou du moins de la réduction des impacts CO2 et polluants dans les villes, je dissocie bien les deux, et faire en sorte effectivement que on accompagne tout ça en conservant finalement toute la partie sociale, puisque une de nos grandes difficultés, c'est la capacité de sourcer des conducteurs, des chauffeurs, des livreurs dans un monde et dans une ville qui est complexe et où on a tendance à pas vouloir rouler avec un véhicule. Donc voilà, je pense que ça complète un peu le décor du monde immobilier, et les deux se juxtaposent, puisque si je dois faire le lien avec la partie immobilière, sur le principe, un transporteur ne voudrait pas avoir d'immobilier. C'est un centre de coût, et en réalité, on est bien obligé d'en avoir pour massifier. Et donc c'est là, et ça a été évoqué, la massification, c'est ça qui nous fait avancer. Et on ne peut faire de la massification que si on a de l'immobilier. C'est un drôle de... on pense massification dans les véhicules, mais non, en fait, la massification se fait grâce à l'immobilier. Voilà. Ça plante un petit peu le décor de nos enjeux. Pour finir de planter le décor, je me tourne vers Eric. Donc, vous êtes directeur du MCHR. En quoi la logistique est... on va vous allumer le micro le temps que je termine ma question. En quoi la logistique est un sujet de recherche? Quel regard vous portez
C'est plutôt une vue systémique, je pense, que vous avez sur ce sujet. Quel regard vous portez sur les deux dynamiques qui ont été dressées par les acteurs à votre droite et à votre gauche? Je peux que être d'accord. Et ne fonctionne pas, du coup. Ouais. Voilà. Alors, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, ce qui fait que la période est tout à fait intéressante, même si le sujet est consubstantiel à celui de la ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des villes, on a la question de leur approvisionnement, et il y a des tensions qui existent depuis le début. Dans la Rome antique, déjà, c'était compliqué. Mais cette logistique et la capacité à innover fait également partie de l'attractivité de la ville. Dans l'attractivité de la ville, c'est tous les services qu'on y trouve et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et qu'on ne peut trouver que dans la ville parce que il y a cette densité de population qui rend possible ces services. Alors nous, d'un point de vue de la recherche, je peux qu'abonder. Je donnerai peut-être un ou deux exemples pour cadrer en plus. Quand on parle d'éloignement des entrepôts parce qu'ils sont notamment plus grands, c'est pas forcément un problème en soi si on avait les mêmes véhicules en entrée et en sortie. Mais en fait, plus on se rapproche de la ville, plus on devient précis, capillaire, et donc plus cette fragmentation, elle induit aussi des véhicules de petite taille pour un certain nombre d'acteurs. Pourquoi on a cette fragmentation? Parce que ça a été mentionné, il y a de plus en plus de canaux de distribution. Donc les flux en tant que tels au départ sont de plus en plus fragmentés à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que la pression temporelle, qui ne date pas du e-commerce, mais qui est plus ancienne, les techniques de juste à temps et autres, font que, au lieu de faire une livraison, on en fait plusieurs. Et donc, les transporteurs sont confrontés à ça depuis très longtemps et donc cherchent des réponses pour maintenir les effets de consolidation qui étaient mentionnés juste avant et qui sont fondamentaux dans l'économie du transport. Donc, il y a cette tension. D'un côté, si la demande va dans une forme d'éparpillement, va aussi dans une forme d'identification, c'est-à-dire que si avant on livrait davantage des matières premières, c'est un peu dur pour pareil, mais des produits moins packagés, moins emballés, quand vous livrez un hypermarché, vous ne faites pas un emballage sur chaque brique de lait. Si on passe au e-commerce, il y a une tendance qu'on peut appeler le foisonnement, c'est-à-dire en fait à faire baisser la densité des envois. Et ça, évidemment, même si on livre des tonnes un peu constantes, eh bien en fait, ça peut se traduire par un volume supplémentaire à livrer. Et aujourd'hui, il est plus facile de saturer un véhicule en volume que de le saturer en poids. Donc, on a ces phénomènes-là. Il y a une enquête de l'Ifstar qui disait qu'entre 88 et 2004, le poids médian des envois était passé de 160 kg à 30 kg. Donc c'est pas on n'est pas à la marge. On est dans quelque chose de très très fort. Et si on fait un petit effort de mémoire, en 2004, le e-commerce pèse à peu près 0 sur le marché. Et évidemment, quand on a en tête le e-commerce, cette tendance, elle n'est pas en train de diminuer, elle est au contraire en train de se renforcer. Donc c'est un vrai défi pour la chaîne logistique que d'arriver à faire ces livraisons ultra précises presque à chaque particulier ou à chaque entreprise le matin et voire l'après-midi. Et de l'autre côté, d'arriver à minimiser l'impact sur la ville. Alors il y a un grand acteur que je ne citerai pas, il a eu assez de publicité comme ça, qui a dit en fait la solution, ça va être d'aller vers le drone. Comme ça, on va pouvoir livrer spécifiquement par un petit véhicule. Sauf que si vous prenez Paris, 100 000 tonnes, 1 kilo dans chaque drone, et vous voyez un peu, le ciel va s'obscurcir rapidement. Quant à l'impact environnemental d'un drone, c'est à peu près celui d'un VUL. Or, le VUL est déjà le problème. Juste pour ceux qui ne maîtrisent pas les acronymes, VUL. Véhicule utilitaire léger. En gros, c'est les petites camionnettes. C'est sans citer de marque, c'est ce type de véhicule. Les petites estafettes de livraison, véhicules qui sont quasiment des véhicules particuliers, des petits vans que l'on peut voir un peu partout et qui représentent aujourd'hui plus de la moitié du trafic. Pardon, et qui n'ont pas de permis poids lourd, qui sont beaucoup moins réglementés que ce qui était cité juste avant et qui évidemment d'un point de vue impact sur l'environnement sont beaucoup plus importants au final que quand on vient arriver avec des flux qui sont sur des moyens lourds qui demandent de l'immobilier pour arriver au plus près
ou de l'infrastructure pour arriver au plus près du consommateur. Donc on a un vrai défi de réorganisation, puisque on a des canaux qui aujourd'hui, si on les laisse suivre leur tendance, vont multiplier la livraison de tout petits flux. Et s'ils viennent de plus loin, ce sera une catastrophe, non seulement environnementale, mais aussi une catastrophe en termes de congestion. Parce que certes, les transporteurs peuvent faire des efforts pour dépolluer les véhicules, mais le principal impact, externalité négative, comme on dit, du transport, en ville, c'est la congestion. Très loin devant la pollution de l'air, les accidents et le réchauffement climatique sur le dernier kilomètre n'arrive qu'après. Donc, avoir des véhicules plus respectueux de l'environnement, c'est très bien, mais dans la ville, ça ne suffira pas. Car on va avoir toujours ce problème de l'espace qui est cher. Et on le voit aujourd'hui, si on essaye de libérer la voiture, c'est un autre sujet, mais libérer la ville, pardon, de la voiture, c'est certainement pas pour mettre que des VEL à la place. Il y a une reconquête de l'espace par les citoyens, et c'est certainement pas dans l'idée de le remplacer par des VEL. On voit ça dans d'autres villes, comme Strasbourg par exemple, où il y a eu des tentatives de sortir les véhicules qui ont été mis en place, et derrière la livraison subsiste, une tentative de dire on va faire que des petits véhicules, pour finalement faire machine arrière en se disant non, on est en train de partir complètement à l'envers. Si je remplace un camion qui livre à 7 heures du matin par une flotte de 15 véhicules légers qui livrent toute la journée, est-ce que le citoyen va vraiment s'y retrouver? Justement, je rebondis sur votre point. Oui, on pouvait leur dire, mais c'est un sujet un peu de spécialiste. Juste peut-être pour Allez-y, donner pour terminer un ordre de grandeur, parce que c'est important de cadrer les choses. Quand on parle d'externalité du transport de marchandises, bien que ce soit assez mal connu comme sujet précisément dans Paris, on parle d'1 milliard d'euros par an, liés principalement à la congestion, puis gaz à effet de, puis pollution de l'air, etc. Donc en fait, c'est pas un petit sujet. C'est un sujet qui est pas forcément totalement encore bien appréhendé, notamment par les élus, mais c'est un sujet qui est important et sur lequel, je pense, ce genre de chiffres permet aussi de dégager des marges de manœuvre pour l'action. D'un côté, on accepte de financer un certain nombre de choses de manière pérenne pour le transport public de personnes. Et là, on voit qu'on a des enjeux qui sont tout à fait également importants. Mais je rebondis sur votre chiffre là, d'1 milliard d'euros, ces externalités, vous avez évalué, c'est difficile de ce qu'on comprend. Ça témoigne effectivement des points de friction importants quand on fait venir de la logistique en ville, que ce soit dans les mobilités, dans le foncier également. Beaucoup de tensions, du coup, ces points de friction. Comment vous les analysez, ces points de tension? Comment vous les qualifiez de votre côté chez Sogaris en tant que plutôt foncière, immobilière, logistique, toutes ces points de friction quand on vient dans cet environnement qui est déjà compétitif en termes concurrentiel plutôt en termes d'usage, en termes d'appropriation de l'espace. Oui, il est clair que la logistique aujourd'hui ne s'intègre pas naturellement à un environnement urbain. Et pourtant, il faut toujours intégrer le fait que la logistique, c'est nous qui la créons. Ça a été dit tout à l'heure. C'est un des éléments substantiels de la consommation. Ce que nous constatons, hein, mais c'est sans doute que la liste ne sera pas exhaustive, la nuisance, elle vient déjà dans la simple cohabitation de ces fonctions, la fonction, on va dire, productive et la fonction urbaine, qui finalement ont beaucoup fait ces dernières années pour se dissocier l'une et l'autre. On a vu énormément, je dirais, de surfaces liées à la production industrielle, à la distribution, fuir la ville. On a parlé tout à l'heure du desserrement logistique, mais c'est pas que ça. On voit aussi que la qualité de vie en ville s'est aussi construite sur des bases nouvelles qui a plutôt fait que les usines ont fui la ville. Donc aujourd'hui, le fait de réaligner ces deux fonctions dans des espaces qui sont des espaces contraints, qui sont des espaces denses, forcément, ça pose des difficultés. On a évoqué la difficulté liée tout à l'heure à la congestion. On peut évidemment quand même évoquer celle liée à la pollution parce que ça reste quand même quelque chose de très délicat. Évidemment, tout simplement, la cohabitation sur l'espace public. Il y a aujourd'hui des enjeux de pacification de l'espace public qui sont très importants, des politiques publiques très, très importantes portées par notamment
les collectivités locales, on voit bien que là, il y a un conflit d'usage, d'une certaine manière, qu'il faut réussir à résoudre. Et la liste, elle est pas terminée. Avec la problématique du bruit, c'est aussi un sujet qui est très important. Alors, c'est un sujet qui concerne à la fois les exploitants, parce qu'il faut réussir à gérer cette logistique dans un environnement qui demande de la tranquillité. C'est aussi un sujet pour les acteurs de l'immobilier. Comment on construit un immobilier qui, d'une certaine manière, va minimiser les bruits générés par la logistique. Nous, c'est la conviction que l'on a, c'est qu'il faut pour ça un immobilier qui soit adapté, qui soit justement dédié pour éviter que le déchargement des marchandises se fasse sur la chaussée, par exemple. Voilà. Bon, voilà ce genre d'éléments. On peut en citer d'autres parce que finalement, la liste, elle n'est pas terminée et je pense qu'elle est illustrative de l'effet presque d'effervescence qui concerne aujourd'hui le secteur logistique. Il y a la problématique sociale. Ça a été dit tout à l'heure, mais on le sait, hein, notamment le secteur de la distribution. C'est un secteur qui aujourd'hui connaît une certaine forme de précarisation pour un certain nombre des professionnels qui y travaillent, avec un recours très important à la sous-traitance, un manque d'encadrement manifeste et donc de régulation d'un certain nombre de pratiques. Voilà, si vous voulez, un certain nombre d'éléments qui sont, on l'a dit, des espèces de conflits d'usage, des nuisances générées. Moi, j'insiste toujours sur le fait de deux choses. D'abord, ces nuisances, je dirais que ce n'est pas une fatalité en tant que telle. Il n'y a pas d'idée magique en logistique. Mais néanmoins, il y a quand même aujourd'hui un effet de croissance du secteur, de croissance de cette activité presque nouvelle. Hein. Eric l'a dit, en 2004, on n'en parlait même pas, pour ne parler que de la logistique urbaine, qui aujourd'hui se confronte à des enjeux de volume, et deuxièmement, à des enjeux de régulation. C'est la première chose. Deuxième élément, c'est qu'il existe des solutions, me semble-t-il, opérationnelles. L'immobilier doit être un levier d'action important. Voilà. Là encore, c'est pas simple pour les professionnels, parce que créer une rupture de charge pour derrière modifier la chaîne logistique, c'est un coût supplémentaire. Ce coût, aujourd'hui, finalement, il se retrouve, eu égard la croissance du e-commerce, eu égard les enjeux de distribution des marchandises pour le client final. Mais il faut quand même réussir à aller vers davantage de standardisation, un accroissement de l'offre immobilière qui, d'une certaine manière, répondent aussi aux impératifs économiques des professionnels. Je pense que c'est aussi un enjeu, je viens de le dire à l'instant, pour les acteurs publics et pour les habitants. C'est-à-dire qu'il faut une organisation qui soit beaucoup plus structurée, sans doute en réseau, de telle sorte à pouvoir aller vers une optimisation de la mobilité des biens en ville. On reviendra sur les sujets de solutions et de régulation. Je voulais vous faire rebondir, Tariel, sur un mot qui a été employé par Jonathan à l'instant, pacificateur. Il faut pacifier ces flux. Vous avez l'impression, du coup, que vous êtes en guerre dans les flux de mobilité dans la ville? Oui, on parle souvent de jungle urbaine. Donc c'est vrai que le terme jungle est plus agréable que pacification, parce que ça, évidemment ça évoque la guerre. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de jungle urbaine quand même. Il faut le dire. Et jungle, pourquoi? Parce qu'on dit la logistique urbaine, en réalité c'est les logistiques urbaines. Hein. Dans la ville se côtoient bon nombre de produits. Donc le monde du bâtiment, par exemple, hein, n'a rien à voir avec le e-commerce. Je veux dire des flux de béton ou de bois qui sont livrés pour de la construction. On est ici chez Vinci, c'est de la logistique urbaine aussi. On a tout le monde professionnel, donc de la livraison, ce qu'on appelle le B2B, et qui sont des flux importants, frais de palettisés. Après la consommation, on va dire la grande distribution avec des flux importants aussi. Hein, ce sont des camions complets qui rentrent avec des bouteilles d'eau, donc rien à voir non plus avec le e-commerce. On peut avoir toute la partie frais. Le froid, le frais, ce sont des chaînes logistiques à part entière avec des bâtiments qui sont différents et des camions qui sont différents. Le particulier. Donc voilà, là c'est loin d'une liste exhaustive, mais on a effectivement des logistiques urbaines. Ça je pense que c'est un terme important. En fait, on s'accapare tous les mêmes enjeux, des enjeux sociaux avec la question effectivement des conducteurs, des chauffeurs, la question de la réglementation aussi, qu'on essaye aussi de faire évoluer au mieux pour que ça puisse s'adapter à tous ces acteurs. Et puis après, la question des externalités négatives, elles ont été citées, hein, entre la congestion, le bruit, la pollution, les accidents et le CO2. Et donc effectivement,
il y a de la tension dans tout ça. Il y a de la tension. Et je dirais que l'immobilier est un facteur de tension. Je veux dire, il faut savoir que le transport de fret, ça ne paye pas. C'est-à-dire que les coûts et les marges dégagées de la part de tous ces transporteurs sont, je veux dire, souvent, si on arrive à 1 ou 2 points d'EBIT sur des résultats, voilà, on est très content. Donc, quand on parle de logistique urbaine pour des transporteurs, on se bataille avec effectivement d'autres mondes qui ont des moyens qui sont bien différents. Et donc, le prix immobilier que certains peuvent payer, nous, on ne peut pas le payer. Et donc, évidemment, ça engendre des tensions. Or, comme effectivement, il y a quand même un certain nombre, et je vais faire le parallèle avec ce qui se passait on va dire dans les villes, en après-guerre. En après-guerre, en fait, il y avait encore de l'industrie dans les villes. Et donc, nous étions présents nous-mêmes dans les villes avec des entrepôts. C'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui encore au Maroc. Au Maroc, on a encore de la logistique dans les villes, mais pour sortir de la production. Aujourd'hui, on n'a plus ça, mais il faut qu'on réinstalle des entrepôts dans les villes pour faire de la distribution. Donc, c'est juste l'inverse qui est en train de se remettre en place. Et si je prends l'exemple de notre entreprise, elle s'appelait les Transports Joyaux à l'époque, eh bien, nous avions 5 entrepôts logistiques en plein cœur de ville, dans le Sentier, entre autres, et où nous faisions des expéditions. Aujourd'hui, on est en train de se réinstaller dans les villes pour pouvoir effectivement gérer la distribution. Je crois que vous voulez réagir, Jonathan. Juste pour compléter, Daniel a raison de dire qu'il y a des logistiques urbaines. Toutefois, je dirais que les nuisances générées par chacune de ces logistiques ne sont pas homothétiques à ce qu'elles occupent comme, on va dire, volume, par exemple, de flux, si on ne prend que cet indicateur-là. Et pour prendre un exemple que chacun connaît bien ici, on s'est tous retrouvés entre 8h et 9h du matin, bloqués sur une rue parce que vous avez un camion. Alors d'ailleurs, c'est pas toujours un camion, ça peut être pour le coup un véhicule plus petit. C'est pas que l'apanage des poids lourds qui vient se positionner finalement en double fil sur une allée fréquentée. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on n'arrivera pas, me semble-t-il, en tout cas il est illusoire d'imaginer, pouvoir solutionner d'un coup d'un seul l'ensemble des nuisances générées par ces flux de marchandises en ville. Par contre, on peut réussir à être sélectif. Et effectivement, il était important de dire que certains secteurs plus dynamiques peuvent se permettre aujourd'hui de se réinscrire dans un immobilier qui, il est vrai, est coûteux, eu égard à ce qu'on a dit tout à l'heure, les effets de desserrement logistique, mais qui pour eux est essentiel pour, à un moment donné, faire face à ce qu'est le dynamisme de leur secteur économique. Vous pouvez donner un exemple pour illustrer par exemple on l'a évoqué, la distribution express, par exemple, la distribution de colis, c'est un secteur qui croît chaque année d'à peu près 10% par an. Voilà. Donc, c'est pas difficile d'imaginer la difficulté qui est celle de ces professionnels de la distribution, de devoir faire face chaque année à une augmentation de leur volume, avec, on l'a dit aussi, des exigences clients qui sont presque toujours plus importantes parce qu'on s'habitue, en tant que consommateur, si j'ose dire, à vous être livré en peu de temps, dans un créneau très défini. Voilà, aujourd'hui, presque on peste quand on a un créneau de 4 heures pour un transporteur. Et pourtant, c'est quand même une énorme avancée par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Donc, ces acteurs-là sont en nécessité de devoir faire évoluer en permanence leur chaîne logistique. Et de fait, l'immobilier logistique est pour eux, en ville en tout cas, un bon moyen de pouvoir répondre à ces enjeux nouveaux. Réussir à déjà organiser mieux la chaîne logistique pour ces acteurs-là, c'est aussi derrière se redonner un peu d'espace, se redonner un peu d'oxygène pour pouvoir derrière aussi travailler à l'amélioration de la mobilité des biens pour le reste des chaînes de distribution des autres types de marchandises. Vous voulez réagir, Eric? Je vous ai vu. En fait, c'est juste un petit point. C'est-à-dire que là, on peut se dire que tout ça s'annonce un peu sombre, dans le sens où... On va arriver à l'aspect solution. Oui. Non, mais avant de parler de solution, en se disant, il y a des impacts, c'est la jungle, et ça continue à se développer. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, oui, on aura certainement plus de logistique urbaine demain, mais si elle est organisée de bonne manière, ça peut être un progrès. Je vais m'expliquer. Je pense que c'est pas l'activité la plus épanouissante pour une personne que de transporter des biens.
Donc, et le pire logisticien, c'est la personne individuelle qui prend une voiture, qui va déplacer une tonne, ordre de grandeur, pour faire une dizaine de kilomètres aller, une dizaine de kilomètres retour, pour ramener quoi? Une dizaine de kilos, dans le meilleur des cas. Et alors ça, d'un point de vue impact, quel qu'il soit, c'est le pire. Donc le fait que, et on le voit dans la tendance, que les marchandises arrivent de plus en plus au plus près des personnes, et notamment population vieillissante, etc., ça constitue un service et plutôt un progrès. Après, et ça peut évidemment contribuer à enlever des véhicules de la route. Donc je pense qu'il faut prendre la vision globale pour dire que plus de logistique, c'est pas nécessairement la catastrophe, mais au contraire, ça peut être une forme de progrès. Après, évidemment, il va falloir l'organiser de telle manière que ça se passe bien. Justement, je rebondis sur ce sujet d'organisation. J'étais frappé quand on a préparé cette table ronde, et même en vous écoutant, que vous appelez à plus de régulation. Vous considérez du coup que ce secteur est insuffisamment régulé. Donc, c'est la première question. C'est ce que je crois comprendre et percevoir. Et ça m'amène à ma deuxième question. Sur quoi il faut réguler? Dans quelle perspective? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole parce que je pense que vous avez tous quelque chose à dire. Eric, puis Tariel, puis Jonathan. Je démarre. Alors, effectivement, et on le voit, on est dans un domaine où l'innovation se fait aujourd'hui beaucoup à la marge, sur des gens qui n'ont pas ou peu de formation, sur des tout petits véhicules, qui contribuent à donner une image pas exceptionnelle de l'activité, ni de la formation, des compétences, etc. Ce qui me paraît important, c'est que les pouvoirs publics arrivent à construire des régulations qui, quelque part, vont effectivement exercer une forme de contrainte sur les acteurs, mais cette contrainte, elle peut être tout à fait vertueuse parce qu'en fait, si quelque part on réduit un peu la liberté de mouvement dans tous les sens, ça va aller dans le sens d'une meilleure organisation. Et ce qui était mentionné juste avant, la consolidation, le partage des ressources, et qui peut aussi permettre de rendre ces ressources viables dans le milieu urbain, eh bien, je pense qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce réglementaire pour y arriver. Ça va pas se faire tout seul, pas uniquement sur le moins 10 ans. Et comme je le disais avant, les enjeux en valent la peine. Parce qu'on ne pourra pas se priver de logistique urbaine, soyons très clairs. C'est totalement essentiel. Donc, il va falloir certainement réguler, comme ça s'est fait dans d'autres domaines, pour arriver à faire en sorte que les accès à la ville soient plus structurés, plus massifiés, et derrière plus vertueux. Tariel, peut-être sur ce sujet de la régulation. Oui, absolument. Je pense qu'il faut réguler. Faire du transport, c'est très simple en fait. Un camion, un chauffeur, un point d'enlèvement, un point de livraison, on part. Et donc, comme ça a été dit, le pire des scénarios, c'est quand finalement le particulier se met à faire du transport. C'est quand aussi, on va dire, on rentre dans le monde de l'ubérisation et que on a des tâcherons qui attendent finalement au pas de la porte pour aller enlever un colis et le livrer de l'autre côté sans avoir fait aucune massification. Donc, le mot-clé du transport et de la logistique, c'est la massification dans les véhicules et dans les bâtiments. Et donc, effectivement, on a vécu ces dernières années, depuis l'ouverture des frontières, du reste, on va dire la déréglementation du transport a fait que globalement, le pavillon français, et là je prends un peu de notion macro, mais le pavillon français a globalement sur le territoire européen disparu au profit d'un certain nombre d'acteurs plutôt de l'Europe de l'Est, avec les Espagnols et les Hollandais les Hollandais et les Belges qui ont les importations qui viennent principalement d'Asie, avec les Allemands un petit peu aussi, grâce à leur industrie. Mais donc on a besoin, si on ne veut pas reproduire finalement ce qu'on a vécu au niveau européen, quelque part au niveau de la ville, il faut effectivement faire en sorte que ceux qui sont les plus vertueux, c'est-à-dire qui massifient le plus, qui utilisent les véhicules les plus doux et qui ont le niveau social le plus élevé, soient mis en avant, ou du moins ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui opèrent avec des modes dérégulés et avec des solutions qui peuvent être
pas du tout en ligne avec les règles sociales et environnementales qu'on essaie de faire opérer sur le territoire d'une ville. Donc voilà, je suis un peu sévère sur le sujet, mais je crois que si on n'y va pas, et il y a une règle qui vient de sortir, là, un décret qui concerne les ZFE, la 14 ZFE sur le territoire national. ZFE, zone de faible émission. Voilà, c'est des choses, à mon avis, qui vont dans le bon sens et qui permettront effectivement aux villes de s'organiser et d'opter pour les choix les plus judicieux pour pouvoir continuer à alimenter, et le terme est bien nommé, alimenter la population. Donc ZFE, le sujet environnemental, le sujet de protection sociale aussi, de votre côté, du coup, sur ton jeu de régulation. Je vais simplement compléter ce que vient de dire Tariel et ce qu'a dit Eric, c'est que cette régulation, effectivement, elle est déjà là, en fait. Je pense qu'il faut bien l'intégrer. Donc, il y a des enjeux de réglementation à l'échelle macro, à l'échelle européenne, notamment c'est un des enjeux sur le transport de marchandises, et Tariel l'a bien décrit. Ensuite, au niveau local, parce qu'on sent bien qu'il y a un levier d'action qui est assez fort aujourd'hui dans la capacité à pouvoir réguler les entrées de ville, par exemple. Encore faut-il se donner les moyens de pouvoir faire respecter cette réglementation, mais mine de rien, les acteurs publics ont la capacité à agir à cette échelle-là. Les zones à faible émission, aujourd'hui, se déploient alors sur le territoire national, mais pas que. En réalité, à l'échelle de l'Europe, il y a plusieurs dizaines de zones à faible émission qui sont en train de se mettre en place. À l'échelle des grandes villes, singulièrement. Il y a des zones de piétonisation aussi qui sont en train de se mettre en place. Vous le voyez dans les pays scandinaves ou en Italie. Donc, il y a aujourd'hui, d'ores et déjà, me semble-t-il, on l'a dit tout à l'heure, une forme de prise de conscience de la part des acteurs publics qu'il convient d'agir. Le moyen le plus simple pour eux et le plus immédiat, celui sur lequel ils ont pleinement la maîtrise, c'est la réglementation. Ce qu'a dit Eric tout à l'heure est assez juste. La question n'est pas de se désoler aujourd'hui de la croissance de cette logistique urbaine. En tout cas, c'est évidemment pas comme cela qu'on conçoit les choses chez Sogaris. Simplement, je pense qu'il faut bien prendre la mesure du fait qu'on est sur un point de bascule aujourd'hui important, parce qu'on a une croissance telle depuis plusieurs années que aujourd'hui les effets sont visibles, que les externalités négatives le sont d'autant plus. Et que, au-delà de la question de la réglementation, je reste toujours persuadé que l'enjeu essentiel, c'est l'organisation, avec des leviers, réglementation, immobilier qui en sont certains. Mais l'organisation, c'est aussi derrière un enjeu d'exploitation, y compris pour les professionnels du secteur. Est-ce que le sujet de l'immobilier en tant que tel, c'est un sujet de réglementation aussi pour justement mieux garantir le fait qu'on va pouvoir développer des points d'entrepôt plus au cœur des villes? Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, pas du tout. L'immobilier, c'est un secteur qui est totalement concurrentiel, dérégulé. D'ailleurs, c'est assez intéressant de relire ce qu'est l'histoire de l'immobilier logistique, puisque à l'origine, l'entrepôt était le moyen de production d'un exploitant, quel qu'il soit. Donc, c'était dans son bilan, mais je dirais de manière assez naturelle. Ça fait finalement pas si longtemps qu'il y a une dissociation entre l'entrepôt et l'exploitation. Et donc, c'est comme ça qu'est né le marché de l'immobilier logistique. Et on voit que c'est un marché qui s'est en fait hautement financiarisé. Pourquoi ? Parce qu'il présente des taux de rendement, enfin, il présentait en réalité, les choses sont en train de changer, il présentait des taux de rendement qui étaient traditionnellement plus élevés que sur les autres classes d'actifs, et qui donc présentaient l'intérêt de pouvoir venir apporter un peu de rentabilité sur des portefeuilles d'actifs, parce que présentant des caractéristiques de risque un peu différentes. Donc, on est finalement sur un marché, une classe d'actifs, un marché qui s'est constitué, avec des caractéristiques que j'évoquais à l'instant, donc une forme de financiarisation importante. Moi, il me semble qu'un des sujets aujourd'hui, c'est la manière dont les territoires, je veux dire les territoires au sens large, parce que les territoires, c'est à la fois les acteurs publics, mais pas que, se ressaisissent de cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que la logistique, ça reste quand même, on en parlait tout à l'heure, ça reste quand même un secteur où les impacts sont très locaux. Emploi, environnement, organisation du territoire, mais où finalement, la nature même du marché immobilier fait que les centres de décision sont très éloignés des enjeux locaux. Alors, ce n'est pas un problème en soi, simplement un état de fait
qu'il s'agit à un moment donné de poser. Et il me semble que se poser cette question, c'est pas inintéressant dans le cadre qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire dans le cadre d'une explosion aujourd'hui de l'activité logistique, d'une explosion de ces volumes de marché, et pas forcément pour le pire, ça peut être pour le meilleur, comme on le disait également. Je vous gardais le micro parce que justement, je voulais qu'on dépasse un peu ces frictions et ces constats sur. C'est un secteur qui est dynamique et aussi qui est dynamique en termes de solutions. Question pour vous, ça ressemble à quoi aujourd'hui un entrepôt logistique, notamment en ville parce on a peut-être une image d'Épinal, de 4 murs. Ça rejoint une question d'Anselme qui nous suit à distance. Un bâtiment assez cubique et opaque, alors qu'on a peut-être plus envie d'avoir de la perméabilité avec l'environnement urbain notamment. On voit juste des rayonnages. Ça ressemble à quoi et qu'est-ce que vous avez comme projet qui est un peu emblématique et qui montre justement l'évolution de ces entrepôts? Alors, un peu en zone périurbaine, mais aussi dans les cœurs de ville. Non, vous avez raison de dire que la logistique, ça reste quand même hyper bien. Enfin, je veux dire, non, mais en termes d'intérêt et aujourd'hui d'idées et de développement du secteur, sur notre propre sujet, Socaris, aujourd'hui, on travaille à déployer un réseau à l'échelle du Grand Paris. Donc, ce réseau, il maille à la fois des grandes plateformes qui sont là historiquement, comme pour nous, une grande plateforme à Rungis, qui est d'ailleurs le bastion originel de Socaris, juste à côté du marché d'intérêt national. Bon, où là, les innovations des années 60, je ne sais pas si elles plairaient à ce point à notre internaute, mais on est sur des entrepôts qui restent des entrepôts assez standards, parfois sur 2 niveaux, avec finalement des choses assez innovantes à l'époque, avec finalement presque l'invention de la messagerie qui s'est faite à cette époque-là, donc des entrepôts qui vont être plus étroits et plus hauts. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler surtout sur, je dirais, l'intégration urbaine de ces entrepôts, parce qu'on a beau être dans une zone périurbaine, à côté d'une autoroute urbaine comme la 6 ou la 86, mine de rien, on sent que l'environnement change. Donc tout l'enjeu, c'est l'aménagement des abords aujourd'hui. Donc on travaille plutôt à ce qu'on appelle l'échelle de la plateforme. La logistique urbaine, c'est quand même plus d'emplois traditionnellement que la logistique traditionnelle. Et donc, on travaille à amener des aménités sur ce type d'endroit pour répondre aussi aujourd'hui aux besoins des salariés. Quand on va rentrer en ville, et donc quand pour nous, on va aborder des échelles qui vont être plus urbaines, on travaille sur ce qu'on appelle des hôtels logistiques. Les hôtels logistiques, c'est des bâtiments qui vont développer traditionnellement, on va dire, plus de 20 000 mètres carrés et qui vont avoir cette particularité à la fois d'être importants dans la taille, mais du coup d'intégrer aussi d'autres fonctions urbaines. Alors, le paradigme pour nous, en tout cas jusqu'à présent, aura été le bâtiment de Chapelle Internationale, qui est un bâtiment de 45 000 m² qui a été développé à Paris. Donc on est dans le 18e arrondissement, on est donc dans le cœur du Grand Paris. Et ce bâtiment-là, sur 45 000 m², il développe 30 000 m² logistique urbaine et 10 000 en sous-sol, qui sont aujourd'hui loués par un acteur du commerce professionnel. Alors c'est assez intéressant de voir que l'hybridation de l'occupation de ces espaces, elle se vérifie véritablement dans les faits. Et puis à côté de cela, on aura développé du bureau, un data center. On s'inscrit dans une opération d'aménagement. Donc on est sur des opérations qui sont complexes, mais dont la qualité urbaine et dont la qualité d'insertion, d'une certaine manière, détermine l'appropriation et la pérennité des actifs. Et enfin, une échelle encore plus fine, parce que c'est pas que du gigantisme, la logistique urbaine, c'est aussi savoir travailler finalement presque sur de l'acupuncture en ville. On va travailler sur des surfaces qui vont faire entre 1000 et 3000 mètres carrés. Ce qu'on appelle, nous, alors ça peut être des messageries très urbaines, ce qu'on fait sous la porte, sous le boulevard périphérique à la porte de Pantin. Voilà, on est venu réinvestir une sous-face de boulevard périphérique sur 1000 m². C'est un exploitant qui va faire venir des flux du sud de Paris, qui va à cet endroit-là les éclater et ensuite pouvoir les emmener en distribution vers des acteurs, vers des acteurs économiques. On est sur du B2B. Alors certes, on va créer du flux supplémentaire, mais c'est du flux qui sera propre. Et on évitera de faire circuler des camions dans des endroits qui ne le permettraient pas. Et on peut aussi travailler sur des choses qui sont encore plus innovantes pour le coup. Et je le mets vraiment là sur le champ de l'expérimentation et de l'innovation, comme ce que l'on fait dans le 3e arrondissement de Paris, où là on vient réinvestir un ancien parking de Vinci accessoirement automatisé,
pour pouvoir en faire un espace de stockage déporté, de logistique de proximité, parce qu'en fait, on se rend compte que derrière la multiplicité des usages pour les logistiques urbaines qu'évoquait Tariel tout à l'heure, il y a aussi ces enjeux de flux locaux. Vous avez en fait beaucoup de flux à l'échelle d'un quartier qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout organisés parce qu'il n'y a aucun, je dirais, acteur économique qui a vocation à le faire stricto sensu, mais néanmoins qui présentent des vrais désagréments pour les riverains. Donc, bâtir cet actif, donc rue du Grenier Saint-Lazare, ça aide pour nous aussi l'occasion d'aller adresser ce type de besoin. Dans le volet des solutions de durabilité, et c'est une tendance que l'on constate dans tous les secteurs de la ville en tant que telle, c'est l'utilisation de plus en plus importante des données, des flux, de l'intelligence qu'on peut aller chercher dans ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez Tariel et Eric aussi, comment cet enjeu de la donnée émerge dans les métiers de la logistique? Alors, la donnée, oui, il faut savoir qu'on parle d'un sujet, mais qu'on n'a pas encore tout à fait bien appréhendé, dans le sens où, ça c'est mon premier volet, les opérateurs, eux, connaissent bien ce qu'ils font. J'ai aucun doute que DGP Schenker sait exactement où sont ses véhicules, vers quoi ils roulent, etc., etc. Mais la vision globale, consolidée, au niveau d'un territoire, celle-là, elle est totalement absente. Et ce qui me paraît être une vraie difficulté et un enjeu fort, parce que l'absence de vision globale, elle est préjudiciable évidemment pour les autorités quand il s'agit de réglementer, mais elle est aussi préjudiciable, à mon avis, pour les acteurs pour mieux s'organiser. Et je pense qu'il faut pas avoir peur. Jusqu'à présent, on est un peu chacun chez soi et on est content comme ça. Il faut pas avoir peur de prendre à bras le corps ce sujet avant peut-être que d'autres s'en saisissent venus d'ailleurs. Donc, comme on est comme c'était mentionné juste avant, on est sur des problèmes locaux dont des fois les descentes de décision peuvent être très lointains. Là, je pense qu'il y a un peu une urgence à arriver à se saisir de ces sujets localement. Et d'ailleurs, la région a financé plusieurs projets à ce sujet. Je suis dans deux. Un où on collabore, qui est le projet Évolue, qui vise à partager des flux entre des acteurs professionnels pour voir comment ils peuvent être mieux organisés, qui rejoint la problématique de la consolidation, mutualisation, et un autre que l'on mène avec Orange, donc basé sur les traces laissées sur les traces techniques laissées sur le réseau d'antennes par les cartes SIM, pour arriver à identifier ce qu'est la logistique et arriver à reconstituer des trafics de logistique et donc d'avoir une vision quasiment en temps réel plus pertinente de ce qui se fait. Et comme ça n'existe pas, nul doute que d'avoir cette information, cette donnée agrégée permettra d'y voir un peu plus clair. Et voilà. Allez-y, t'avais terminé. Non. C'est un autre point, donc je rebondirai éventuellement après. Je laisse après. réagir Tariel et puis après je vous redonne la parole. Oui, je vais réagir sur les données. La gestion des flux physiques, finalement, c'est la partie la plus simple dans le monde du transport et de la logistique. C'est la gestion des flux d'informations qui est l'enjeu depuis longtemps, du reste. Le client veut avoir sa traçabilité, il veut avoir sa preuve de livraison, il veut sa facture dématérialisée, il veut savoir un peu à l'image du taxi qui vient le chercher, à quelle heure il va être livré, time of arrival, et donc on gère des masses de données en tant qu'entreprise et en lien avec toute la partie sous-traitance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers des factures passent d'un transporteur à un autre transporteur, donc ça veut dire qu'il y a bien une donnée de traçabilité qui passe d'un donneur d'ordre à un autre opérateur, et donc on a des flux d'informations colossaux qui se promènent, mais ils restent dans un vase clos, fermé, qu'on donne à nos clients généralement, qu'on donne à oui, pas beaucoup de plus en fait, ça reste dans un vase clos. Et donc la question, c'est effectivement comment on peut partager ces données et les mutualiser, les mettre à profit de la collectivité. C'est le collectif. Et donc le collectif, c'est la ville. Donc comment est-ce qu'effectivement, contrairement à ce qui a été fait sur le monde du passager ou quelque part l'organisation
de la cité a été faite sur des bases de données. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de chercheurs autour du passager qui ont cartographié depuis longtemps comment les Transiliens voyageons à Paris, comment il faut aménager les lignes de bus, les lignes de métro, de RER, etc. Mais en fait, on a le même sujet sur le fret, sauf qu'on est à l'âge de pierre, j'allais dire. Voilà, on tâtonne. Et donc, on a, je pense tous, et les opérateurs, la volonté de jouer le jeu, tout en se protégeant, parce qu'évidemment, il y a un peu de business autour de ça, donc il faut aussi qu'on garde la confidentialité des données qui nous sont chères, c'est-à-dire la relation client, le chiffre d'affaires et des éléments comme ça. Après, il y a quand même un enjeu important aussi, c'est qu'il y a un bon nombre de transporteurs, ils n'ont pas de système informatique. Il y en a encore beaucoup. Et donc là, on est quand même aussi un peu, encore une fois, dans le vide. Ils n'ont pas de TMS, et donc ce sont des transporteurs qui font encore des factures papier et qui comptabilisent ça sur un compte, mais qui n'ont pas tout ça. Et donc, en fait, et c'est pour ça que le projet avec Orange est intéressant. En fait, ce qu'ils utilisent, c'est leur téléphone. Donc, ils ont un système comptable d'un côté, un téléphone de l'autre, et en fait, ils peuvent opérer. Et donc, effectivement, chercher la donnée, c'est aller chercher là où elle existe, pour essayer de l'agréger et en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est mieux organiser toute cette circulation pour limiter, encore une fois, les impacts et encore tendre vers la massification et la diminution des externalités négatives. Alors, il y a plein de questions en ligne, on va passer aux questions, mais vous aviez un point, je ne voudrais pas générer de la frustration dans votre propos, donc je vous laisse. Non, aucune frustration, je voulais rebondir sur un point qui peut paraître un point de détail, mais qui me paraît assez fondamental, qui a été mentionné juste avant au niveau de la CEGARI, c'est du passage d'un certain nombre d'actifs à une vision un peu plus réseau, à une mise en réseau de ces nœuds, de ces entrepôts. Et nous, moi, c'est quelque chose qui me parle totalement parce que ça fait plusieurs années qu'on a développé, on pourrait dire, une sorte de nouveau paradigme pour voir la logistique. On appelait ça l'Internet physique. Et ça va rejoindre aussi le point sur la facturation, c'est-à-dire que la logistique s'est créée comme quelque chose d'assez intégré aux entreprises. Donc, c'était un peu chacun son... Et puis, ça a été mentionné, ça s'est sous-traité, externalisé, aussi bien sur le transport que ensuite même sur l'immobilier et sur les opérations avec l'arrivée des prestataires. Mais c'est encore un peu dans la même logique que d'habitude. C'est-à-dire, un donneur d'ordre va faire, à part dans la messagerie ou des choses comme ça, va faire opérer une plateforme pour lui. Et donc, même si c'est plus sa plateforme, il conserve un mode d'organisation assez dédié. Et il me semble que une des manières de faire, c'est d'arriver à davantage partager les opérations. On mentionnait 1/3 de facturation entre les transporteurs. Certains peuvent trouver ça beaucoup, moi je trouve que c'est pas assez. Ça devrait être bien supérieur dans le sens où ça devrait être celui qui est le mieux positionné qui devrait faire le travail, qui a un coût pas marginal nul, mais à un coût marginal qui sera beaucoup plus faible que d'envoyer quelqu'un d'autre. Et ça demande des outils. Et si je continue le parallèle avec donc Internet physique, c'est quoi? C'est l'interconnexion des prestations logistiques. Eh bien, ça demande, et c'était souligné avant, davantage de standardisation physique. Il faut que on soit capable de charger, décharger un moyen de transport de manière triée, de manière beaucoup plus efficace. Pour moi, ça c'est de la standardisation. On le voit dans le maritime. La standardisation a eu un effet majeur. C'est également, comme c'était mentionné, dans la donnée. Derrière standardisation, vous voulez standardiser Dans le maritime, en gros, aujourd'hui, pour les marchandises, il y a 2 tailles et tout le monde est... Et ça, c'est le conteneur, du coup. Le conteneur qui fait soit 20 pieds, soit 40 pieds, et tout le monde s'en accommode. Après, évidemment, il est bien optimisé pour le maritime, il l'est moins pour le terrestre. Il est moins efficace dans le terrestre, c'est pour ça qu'il ne pénètre pas tant que ça. Et il sera évidemment pas efficace dans la ville, si vous mettez. Mais je pense que ça va être une source d'inspiration pour faire évoluer les moyens de manutention et rendre la rupture de charge acceptable. Parce que le passage par un nœud, ça a toujours un coût. Et il faut le rendre acceptable. Et pour nous, l'idée de la standardisation aussi bien de l'information, des process que des moyens de manutention sont des éléments clés pour arriver à utiliser les transporteurs au mieux. Et ce faisant, les aider aussi à vivre et à se développer correctement. Vous vouliez réagir ou non? Alors, on va passer au... Oui, allez-y, pardon. Je voulais réagir sur le bâtiment. Sur le bâtiment,
DB Schenker, we have a dream concernant le bâtiment. C'est une demande, donc, c'est ouais, ça? oui, mais on avance. Hein. Je veux dire, on travaille avec Sogaris et avec d'autres du reste. Le bâtiment de demain, il est probablement logistique. Il est intégré dans la ville, ça a été dit. Je pense que ça a été bien mentionné. Mais il y a un élément clé que je voulais soulever, c'est le bâtiment produira son énergie. Cette énergie ira évidemment à l'éclairage, hein, c'est une des composantes importantes des bâtiments logistiques. Ira aussi à la mobilité à l'intérieur du bâtiment, chariot élévateur, c'est l'autre composante de coût, mais il ira surtout à la mobilité des véhicules qui sont dehors. Et en fait, les différentes énergies renouvelables, on pense évidemment au photovoltaïque, mais il y en a d'autres, hein, entre l'éolien, la force marine ou du fleuve. On est dans des villes, il peut y avoir des fleuves. On a la partie du l'énergie, exactement. Enfin les cinq énergies. Le bâtiment de demain produira de l'énergie et cette énergie servira à la mobilité. Elle servira à la mobilité des camions, si on conserve encore des camions qui pourront être autonomes, mais des camions électriques, donc charge batterie, et à la transformation de cette électricité produite en hydrogène pour pouvoir faire de la mobilité hydrogène sur des distances un peu plus longues. Donc je pense qu'un des virages importants qui s'opérera, et qui s'opérera aussi bien pour les particuliers pour que le monde industriel, c'est que les bâtiments vont produire de l'énergie localement, donc on retourne sur la notion de local, et seront utilisés pour la mobilité de ces véhicules qu'on veut voir effectivement moins impactants en termes de pollution et de CO2. La question de la congestion et des accidents et du bruit, enfin du bruit sera solutionné aussi, mais les deux autres composantes, congestion et accident, resteront probablement toujours ouverts si on utilise ce même type de véhicule. Mais voilà. Je rebondis rapidement. Alors, avant de passer aux questions, vous voyez un avenir en dessin de producteurs d'énergie? Oui. Alors là, on est sur une demande très précise, mais là où je souscris pleinement, c'est que la question énergétique, elle est centrale pour la logistique, ne serait-ce que déjà dans la consommation d'énergie. On a une plateforme logistique, je l'ai dit, à Rungis, qui fait 250 000 m². Si demain, tous les locataires décident de passer à l'électrique, ce qu'on peut presque souhaiter, parce que c'est la décarbonation du transport, ça tire quand même très très fortement sur le réseau. Donc il y a des vraies grosses problématiques aujourd'hui, qu'elles soient en amont, parce qu'on ne pourra pas tout produire sur site, qu'elles soient sur site, et ça a été bien dit, avec notamment des enjeux de production d'énergie, par exemple via les toitures, et notamment l'utilisation du photovoltaïque. C'est pas la seule option. Et de toute manière, on a quand même un certain nombre de réglementations, comme par exemple le décret tertiaire, qui nous oblige à appréhender ce sujet de manière très aiguë. Le point important, c'est finalement comment le bailleur arrive à la fois à se projeter sur des investissements nécessaires, mais il le fait aussi en lien avec les exploitants. Voilà, et ça va être ça aussi un des enjeux du dialogue à conduire, mais de manière très rapide en réalité, parce que le temps presse déjà. Merci. Alors, je vous propose de passer aux questions. Alors, je vais en prendre quelques-unes en ligne. Vous pouvez continuer à les poser d'ailleurs sur le chat. Je m'en ferai le porte-voix. Si dans la salle vous avez des questions, une petite règle, vous avez un micro juste ici, donc il faut juste descendre et venir poser votre question. Je vais commencer par l'une des premières questions qui est remontée sur le chat. Et c'est peut-être pour le président de la commission développement durable de transport logistique France que je vais la prendre, Tariel. Alors, c'est presque une question technique. Vous avez mentionné tout à l'heure un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 30%. Et Martin se pose la question de savoir si c'est en volume ou en intensité. Donc, globalement, est-ce que c'est moins 30% pour la tonne bougée ou en volume? Pour le moment, c'est sur la tonne bougée. Donc, c'est la réduction des grammes de CO2 à la tonne kilométrique sans tenir compte de l'augmentation des volumes que nous pouvons faire. Donc, les prises de parts de marché que nous pouvons opérer en complément, soit parce qu'il y a un accroissement des volumes du marché, soit parce qu'on gagne des parts de marché sur la concurrence. C'est l'une des critiques faciles. Oui, absolument. Non, mais c'est une très bonne question. Elle est technique, mais effectivement, hein, notre objectif, c'est une réduction des grammes de CO2 à la tonne kilométrique transportée dans les différents modes de transport,
aérien à peu près 1000 grammes de CO2 à la tonne kilométrique, le camion entre 100 et 300 et le bateau et le train entre 8 et 12, j'allais dire. Donc c'est bien ça l'objectif. Mais nous, on gagne des parts de marché. Donc effectivement, notre bilan global, il augmente. On est à peu près à 20 millions de tonnes de CO2 émis pour un groupe comme le nôtre. Donc c'est important. Par contre, à terme, c'est de toucher la neutralité carbone. Alors ça, c'est facile, hein, on parle, moi aussi, même moi, je serai à la retraite. Donc on parle de 2050. Donc effectivement, la question est bien posée. C'est un sujet de critique et je l'entends. Après, l'objectif a été fixé depuis longtemps, 2006. On est une des premières entreprises à avoir fixé ces objectifs. On a signé, enfin, on appartient au gouvernement allemand, donc quelque part, c'est quand même Angela Merkel qui ratifie nos objectifs. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que responsable du développement durable, je pousse effectivement pour qu'on fixe ces objectifs sur l'ensemble des flux que nous traitons à périmètre variable. Donc. La question témoigne que vous avez des supports à l'extérieur pour pousser ce sujet. Des questions à l'intérieur. Alors, madame, ici, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, en fait, j'en profite pour rebondir sur la neutralité carbone, vu qu'on est sur ça. Donc, sur la neutralité vraiment à l'horizon 2050, en fait, je n'arrive pas à voir comment vous pouvez effectivement arriver à une neutralité, c'est-à-dire pas de parce que le transport émettra toujours du carbone. Donc, est-ce qu'il y a de la compensation prévue? Qu'est-ce qui rentre dans la balance en fait pour arriver à un bilan zéro? Merci. Donc une question. Alors on est toujours sur cette tension. Ouais. Donc globalement effectivement, donc nos activités produisent du carbone. Est-ce que vous avez une politique sur la compensation plutôt? Alors effectivement, la question de la neutralité, elle s'inscrit à 2050, donc il reste encore pas mal de pages à écrire et à inventer. J'ai pas toutes les réponses, je ne les ai pas. Ce qu'on commence à imaginer et à entrevoir, c'est que, donc effectivement, il y a toute une partie production de véhicules. Quand on parle de neutralité carbone, c'est dans le transport des marchandises. Faut-il encore avoir l'infrastructure, les véhicules qui ne rentrent pas dans cette comptabilité? Donc déjà, en disant ça, je dégage une grande partie des émissions de CO2 dont on a besoin pour les infrastructures. Donc, quand on rentre après sur la question de on bouge 100 kilos et on le fait de manière neutre, on commence à voir effectivement avec l'émergence d'électricité renouvelable et de transformation de l'électricité en hydrogène avec des moteurs hydrogène, des pistes qui nous permettraient effectivement de pouvoir bouger des volumes avec un impact carbone très, très faible. Maintenant, faut-il effectivement être en capacité de pouvoir produire cette énergie. Et il faut donc à ce moment-là un écosystème qui va de l'énergéticien au chargeur, au transporteur, au constructeur. Il faut que l'ensemble de la chaîne soit effectivement dans le même mouvement pour pouvoir produire des véhicules, produire l'énergie et les opérer de telle manière à ce que effectivement le bilan de ce déplacement de fret soit fait avec zéro carbone, sachant que il n'est pas improbable, mais c'est pas encore fait effectivement dans un groupe comme le nôtre, qu'on peut aller vers la compensation, mais c'est pas notre objectif in fine. Avant de prendre une question dans la salle, justement, sur cette question des véhicules, je vous en prie, ça va être rapide et une réponse courte. Pierre se pose la question sur le chat. Du coup, est-ce que la bascule de ces véhicules plutôt diesel aujourd'hui vers des véhicules électriques, pour vous, c'est une bascule qui va se faire, hein, c'est juste une question de temps ou on va avoir du résiduel? Et après, je vous inviterai à poser votre question. Rapide. Aujourd'hui, alors moi je mesure notre taux de maturité sur le nombre de véhicules doux qu'on opère dans la flotte de Schenker en France. En fait, on est à 4%. C'est pas beaucoup, hein. Donc 96% de nos véhicules, ils roulent à l'euro 6. C'est quand même de l'euro 6. Il faut pas oublier que l'euro 6 a quand même une diminution conséquence, 97% de moins en termes de particules et de CO2 si on compare à l'euro 0. C'est les classes d'émission, c'est ça? Oui, les classes d'émission, les derniers véhicules qui sont sortis. Donc, on a une réduction très forte. Maintenant, les 4%, en fait, c'est quoi? On a à peu près 1% de vélo cargo, livraison de fret en vélo cargo dans les villes.
On a 2% de gaz de méthanisation et on a 1% de véhicules électriques. On a les premiers poids lourds électriques, donc des 7,5 tonnes qui tournent sur le territoire national. Mais voilà, donc c'est de ça dont on parle. Donc c'est pas grand-chose. Et donc il y a un énorme chemin à faire effectivement encore pour aller vers cette diminution. Jonathan, vous voulez réagir? C'est d'ailleurs en des sujets dans vos exploitations, non, que vous cherchez? Tout à fait. Juste sur donc le sujet de la distribution express, donc vraiment sur la distribution très urbaine, hein, on l'a compris. C'est vrai que nous avons mis en place depuis maintenant quelques années des obligations dans les baux pour les exploitants à utiliser en aval des véhicules propres, d'accord, donc roulant à l'électrique ou au gaz. Aujourd'hui, on voit quand même plutôt une tendance à opter pour l'électrique. Et je dirais que pour ce qui relève de la distribution en ville, on sent quand même cette tendance qui aujourd'hui est très largement engagée. Là où c'est difficile, et je dis simplement pour que on mesure tous finalement la complexité du sujet, c'est que on a une réglementation aujourd'hui qui n'est pas aussi facilitatrice qu'on le croit pour l'utilisation de véhicules électriques. Raison simple, hein, vous êtes finalement sur un site de logistique urbaine, vous êtes, je le dis tout à l'heure, dans des sites qui sont fermés, qui peuvent être souterrains, qui peuvent être sous des infrastructures routières. Du coup, les problématiques d'aménagement de bornes électriques à ces endroits-là, elle est complexe. Et c'est, je dirais, c'est assez régulièrement qu'on se retrouve presque en discussion avec les services d'instructeurs qui sont dans leur rôle. C'est pas la question, mais sur l'aménagement, enfin le bien fondé de ces aménagements-là pour pouvoir faciliter une mobilité décarbonée. Donc on a presque, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, on a, je dirais, presque une réglementation qui est en retard sur ce que peuvent être les anticipations et la volonté des professionnels. Très bien, merci. Madame. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir une vision la plus globale possible de la chaîne des acteurs logistiques. Et vous avez évidemment parlé des données. Où est-ce qu'on en est de l'utilisation de la blockchain qui a été beaucoup citée comme l'exemple en matière de logistique? Alors, qui se lance dans cette technologie blockchain? Eric? Merci, madame. La blockchain, c'est une technologie de preuve. Mais en fait, aujourd'hui, comme c'est mentionné, comme l'a mentionné Tariel, on vient quand même de loin dans la logistique. Certains sont encore au fax télécopie, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on la voit surtout dans les chaînes logistiques sur la traçabilité, c'est-à-dire en fait l'origine des produits, et donc et ça a commencé surtout sur des produits sur lesquels il y avait des enjeux, soit parce qu'ils sont très chers, soit parce que leur origine peut être parfois douteuse, et donc pour rassurer tout le monde sur leurs origines. Sur l'intégration dans les processus logistiques, c'est pas encore tout à fait fait. On a, loin de là, on essaie de lancer un projet là-dessus aujourd'hui pour automatiser des processus liés à la lettre de voiture électronique. C'est un peu technique, mais pour derrière automatiser les processus de réception, gestion des litiges, etc., pour aller plus loin. Aujourd'hui, c'est pas du tout une pratique courante. Carmen, une question dans la salle. Oui, bonjour. Lorsqu'on parle de logistique urbaine, souvent on parle essentiellement du transporteur et du logisticien. Moi, je voulais vous demander votre avis sur le potentiel rôle, voire les responsabilités des autres acteurs. Je pense notamment aux donneurs d'ordre et potentiellement aussi le client final. Est-ce que, par exemple, être compliant avec une réglementation de plus en plus stricte aura un certain coût, et un secteur qui est déjà soumis à des marges très, très faibles, ce qui pourra faire face à ce surcoût, ou est-ce qu'il y aura un partage de ce changement? Alors, la responsabilité des acteurs, je complète, si tu me permets, par une question dans le chat sur les exigences des clients de plus en plus importantes, en fait, qui est livrée à la minute, juste après avoir fait le clic. Alors, sur cette question de responsabilité, Tariel, Eric? Sur la responsabilité, alors le client est toujours plus exigeant. J'ai un petit peu de mal avec ça, parce que qui est le client vraiment? Si on prend le e-commerce, la livraison en moins d'1 heure, 2 heures, c'est des choses qui sont poussées, et notamment poussées par certains grands acteurs qui veulent faire de la logistique un avantage concurrentiel. Et comme ils sont longs, des fois assez loin, ils veulent faire oublier qu'ils sont loin en proposant des services qui font que, en fait, c'est comme s'ils étaient déjà dans la ville. Et puis,
pour beaucoup de choses, la livraison est offerte, voire même des fois sous la forme d'abonnement. Et donc, c'est un encouragement permanent à utiliser ces solutions contre d'autres. Et puis, là-dedans, le rôle de la logistique, mais je tire pas du tout sur la logistique, c'est en fait de satisfaire ces demandes de donneurs d'ordre. Mais le client final, lui, on lui offre juste des choses, on lui dit bah pourquoi pas, et il prend. Si on veut faire évoluer les choses, il me semble impératif de mieux rendre compte de l'impact d'un mode de livraison par rapport à un autre. C'est-à-dire, si vous sélectionnez, parce que c'est gratuit, la livraison en moins de 4 heures, ben peut-être c'est gratuit, mais peut-être que, vous savez, dans les notations ABCDEF, ben, le moins d'une heure, on est plutôt dans le F, et certainement pas dans le A. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un retour vers les consommateurs pour les rendre acteurs de leurs décisions, voire même, il y avait la Poste qui a lancé un service qui s'appelait Mister Pacha, qui était plutôt un service haut de gamme, et qui consolidait les livraisons faites sur plein de sites pour les livrer, in fine, en une seule fois. Mais ça, c'est extrêmement vertueux parce que si Tariel il opère, en fait, il va livrer 20 colis à un seul point au lieu de livrer 20 points. Et puis de l'autre côté, la livraison, elle est également regroupée. Donc, je pense que pour arriver à tordre ce système-là, il va falloir donner les moyens aux consommateurs finaux de mieux appréhender ce que c'est que d'aller faire ses courses en proximité, quel est l'impact que ça a sur la planète, de se faire livrer d'une manière ou d'une autre, quel impact ça a, et tant que ces choix ne seront pas éclairés et ou financiarisés, il n'y a pas de raison que la course à l'échalote ne continue pas. Une réaction? Oui, peut-être pour compléter, je pense qu'on vit sur une illusion qui est que ce transport du dernier kilomètre est gratuit. Il ne faut pas se mentir. Il y a aujourd'hui une distorsion manifeste dans la manière dont la chaîne de valeur est répartie, distribuée. La création de valeur est distribuée entre les différents acteurs. Du coup, c'est quoi la conséquence? On la voit presque, en réalité, parce que la précarisation de ceux qui sont au bout de cette chaîne-là, elle est visible. Dans les villes, on la voit. D'ailleurs, Julien a dit, ou je sais plus qui a dit que c'était Ariel, que on voyait les personnes attendre même qu'on leur commande une livraison pour ensuite aller livrer. Donc, pour moi, ce point est quand même assez central. C'est-à-dire que le développement de cette logistique aujourd'hui, il se fait sur des considérations de marché qui sont distordues. Et donc, c'est aussi un des enjeux essentiels que le consommateur, Eric l'a dit, je paraphrase, devienne ce qu'on dit aujourd'hui, un vrai consommateur. C'est-à-dire qu'il choisisse lui-même, mais en conscience, d'opter pour le mode de distribution et de livraison, pas simplement qu'il satisfasse directement ses besoins, mais qu'il soit aussi le plus vertueux du strict point de vue collectif. C'est un des enjeux aujourd'hui, on le sait, le retour du commun, la logique d'un destin collectif. C'est aussi d'ailleurs les grandes questions que posent aujourd'hui les problématiques du dérèglement climatique. Je pense que sur la question de la logistique et de la logistique urbaine, on est en plein dedans. On est sur des pratiques de marché qui aujourd'hui font des grands perdants et quelques gagnants. Il va falloir qu'on arrive à rééquilibrer ça sur l'avenir, mais me semble-t-il, c'est de la responsabilité de chacune et de chacun d'entre eux. Eh bien, je pense que ça va être le mot de la fin. Merci, messieurs. Malheureusement, on aurait aimé accueillir Anne-Marie Drac. Merci pour cet éclairage et ce partage, on va dire, de ce secteur d'activité qui, on l'a vu, je pense, est très important pour la vie de nos villes et sur lequel on a beaucoup d'innovations à aller chercher, de solutions à construire collectivement. C'est le sens des démarches que l'on fait ici. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier à vous tous présents ici à Léonard Paris pour votre participation et vos questions. Bien sûr également aussi en ligne, vous nous avez suivi, beaucoup de questions. On est ravis de pouvoir aussi vous offrir ces événements à distance. 9e événement, il aura lieu à 12h30 aujourd'hui sur les risques sanitaires et comment on améliore la ville par rapport à ces risques sanitaires. On parlera ce soir véhicules autonomes sur le déplacement, alors là du dernier kilomètre, plutôt des personnes sur les trajets domicile-travail. Et on vous propose également une soirée cinématographique pour parler des narratifs et des imaginaires de la ville au cinéma. Merci à tous. Bonne journée.